Sur la scène. Bonjour Fabien Roussel. Voilà, vous avez 12 minutes pour présenter votre programme économique. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi de plancher devant vous sur des questions qui m'ont été présentées, que je devais choisir. Je voudrais commencer mon propos par un constat qui s'impose à nous avec beaucoup de force. Et ça a été dit par le directeur de la Caisse des dépôts dernièrement, les rendements exigés par les investisseurs sont de plus en plus élevés. C'est une réalité. Nous appelons ça le coût du capital. Vous appelez ça le loyer de l'argent. Face aux défis climatiques, à la nécessité de réindustrialiser, d'investir dans les nouvelles technologies, dans la formation, dans les salaires, dans le progrès social, nous pensons qu'il faut sortir de ces logiques et baisser le loyer du capital. Et tout ça doit conduire, en tout cas c'est la vision que nous portons pour la France, à changer un système qui, pour nous, n'est plus soutenable, ni écologiquement, ni socialement. Le modèle de développement que nous défendons propose d'intégrer des critères sociaux, des critères écologiques, des critères d'égalité, y compris d'égalité salariale femmes-hommes, à la place de critères exclusivement de rentabilité. J'ai choisi de traiter de la mondialisation parmi les thèmes qui m'étaient proposés pour dire que les traités de libre-échange successifs qui ont été mis en place sans aucune prise en compte des enjeux environnementaux ont instauré une concurrence sans limite entre des pays de nature et de niveau de développement très différents. Le résultat, c'est qu'il y a une véritable course au moins-disant fiscal, salarial, et que tout cela fait du mal et à ces pays et à nous. À ce jeu-là, on sera toujours perdant face à des pays qui exploitent les salariés, qui ne respectent pas le droit du travail ou qui ont un droit du travail beaucoup plus souple que le nôtre, des pays qui n'ont pas la même histoire ou qui n'offrent pas les mêmes protections sociales que chez nous. Cette logique de concurrence absolue entre les travailleurs du monde, y compris en Europe, depuis notamment le traité de Lisbonne de 2008, a fait beaucoup de mal à notre industrie et tire tout le monde par le bas. À mes yeux, cette concurrence déloyale entre les salariés nous mettant en concurrence n'est pas un horizon souhaitable pour les peuples. C'est pourquoi, au niveau européen, je demanderai, une fois élu, que l'on puisse renégocier ces traités de libre-échange et renégocier les traités européens. Et l'actualité nous en offre la possibilité. Le pacte de stabilité est mort par la pandémie. Il doit être réécrit, renégocié. Profitons-en. Je plaiderai pour un modèle non plus fondé sur la concurrence libre et non faussée, mais fondé sur les coopérations les plus fructueuses entre les États et les peuples. Ces coopérations viseront notamment à partager non seulement les savoirs et les connaissances, notamment en matière de recherche, mais aussi à partager les coûts et donc à diminuer les gâchis engendrés par la compétition et la concurrence. Au niveau mondial, il est urgent de mettre un terme à cette course incessante et folle des marchandises, que ce soit sur la route, dans les airs, à travers les océans. Et donc, je plaide pour une taxe carbone aux frontières de l'Europe qui serait vertueuse écologiquement et économiquement. Cette taxe protégerait également nos industries locales, livrées à une concurrence injuste et faussée. Je défends en parallèle l'idée d'une nouvelle organisation du commerce mondial en vue de protéger les nations les moins développées pour participer à leur développement. Le monde est aujourd'hui dangereux parce que de plus en plus inégalitaire et à ce titre, source de tensions croissantes. Il faut donc agir pour que les pays les plus avancés respectent les ressources dont disposent les pays les moins développés. J'ai choisi aussi de retenir le thème de la production en France. Produire en France, car c'est un grand enjeu pour notre économie, celui de la relocalisation de sa production, et le faire à chaque fois que c'est possible. Je ne dis pas d'ailleurs que rien n'a été fait sur ce sujet, ce ne serait pas juste. Mais enfin, quand même,
Au titre de ces dernières années, le bilan est terrible. 1 million d'emplois perdus en 20 ans, 3 millions en 40 ans. Notre pays s'est désindustrialisé et plus vite que d'autres pays de l'Union européenne. Tout ça parce que les gouvernements successifs n'ont eu de cesse que d'abaisser le coût du travail, d'abaisser la fiscalité sur le capital en France, sans conditions sociales et environnementales et en jouant le jeu de la concurrence libre et non faussée. Ces gouvernements ont favorisé des baisses d'impôts massives et uniformes sur le capital, tout en multipliant des niches fiscales pas toujours efficaces, sans rien demander en échange. Bref, beaucoup d'argent public lâché pour peu de résultats malheureusement. Et d'ailleurs, dans cet argent public lâché, ceux qui en ont bénéficié sont surtout les grandes entreprises. Ce n'est pas la conception que nous avons, nous, de l'État stratège. Il nous faut une vision industrielle sur le long terme. On a laissé partir des tas de filières, comme le textile, le lin, le bois et tant d'autres, entraînant avec elles des pertes de compétences parfois irréversibles. On ne les regagnera pas en un claquement de doigts. Il faudra bosser, il faudra former. Et d'autres filières sont vivantes, sont elles aussi fragilisées. Je pense à l'automobile. Pourquoi ? Parce que nous ouvrons notre économie aux quatre vents, sans tenir compte ni du coût social ni du coût environnemental de ces délocalisations. Aujourd'hui, on paye cher ces abandons. Il faut reconstruire ces filières. Ce n'est pas simple, ça prendra du temps, mais si on fixe le cap, si on fait tout pour valoriser l'innovation industrielle, si on arrive à développer l'emploi manufacturier comme d'autres l'ont fait, si on investit dans la formation, alors on y arrivera. Ça veut dire que pour ça, il faut des outils de financement public avec des critères précis en direction des entreprises et notamment des PME qui, souvent, ne délocalisent pas. C'est dans cette perspective que nous envisageons la constitution d'un pôle public bancaire organisé avec la CDC, la BPI et la nationalisation d'une banque pour servir ce pôle public bancaire au service de notre économie. Nos voisins allemands ont une grande banque publique d'investissement qui a vocation à mettre en œuvre les missions d'intérêt public, telles que le soutien aux PME, la création d'entreprises. Nous devons, nous doter d'un outil similaire, capable de favoriser l'accès au crédit des PME et des TPE. Cela passe forcément par une transformation profonde de la BPI, qui est aujourd'hui sous-dimensionnée, et qui, comme les banques d'ailleurs, parfois prête qu'aux riches. Il faut lui donner un statut d'établissement public de crédit qui pourrait disposer à ce titre de la possibilité de se refinancer auprès de la Banque centrale européenne et bénéficier de prêts à taux négatifs. Produire en France impose également un rôle nouveau des grands donneurs d'ordre. Ces grands donneurs d'ordre doivent soutenir notre tissu de TPE et de PME. Ils sont bien souvent les sous-traitants de rang 1 et de rang 2, mais ils sont bien souvent les variables d'ajustement de la rentabilité de ces grands donneurs d'ordre. Il faut y mettre fin. La valeur ajoutée doit être correctement partagée entre les sous-traitants et les donneurs d'ordre. L'exemple des fonderies de l'automobile et la responsabilité de Stellantis et de Renault dans ce domaine est édifiant. Je pourrais développer, mais je ne le ferai pas. Produire en France conduit donc à améliorer notre compétitivité. Améliorer la compétitivité de nos entreprises, c'est notre projet aussi. Nous baisserons la facture énergétique des entreprises françaises. Le coût du gaz, de l'électricité doit baisser aussi pour les entreprises. Ce serait un avantage compétitif important vis-à-vis d'autres pays de l'Union européenne, avec en plus une électricité décarbonée. Et c'est pour cela que je souhaite investir fortement dans la production d'une énergie nucléaire permettant de répondre aux besoins de notre industrie et d'une industrie décarbonée. Baisser les charges qui pèsent sur les entreprises, ce ne sont pas forcément les mêmes charges que nous mettons derrière ce mot, mais pour moi, c'est les charges énergétiques qui coûtent cher. Dans l'industrie sidérurgique, les factures sont multipliées par 20, par 30 à cause de l'électricité. C'est aussi baisser les charges que font peser les assurances sur les entreprises. Le coût des assurances ne cesse d'augmenter. Je souhaite nationaliser AXA. S'ils sont là, bienvenue à la maison. Mais avec AXA, nous pourrons baisser les cotisations des entreprises. Et enfin, nous proposerons des prêts bonifiés aux entreprises. Nous proposerons des prêts bonifiés qui s'engagent à relocaliser, à former, à investir au pays, ici, en France. Et pour cela,
nous leur prêterons à taux négatif. Quand ils emprunteront 100, ils rembourseront 80. Et nous accompagnerons les entreprises avec de l'aide publique, comme ça se fait aujourd'hui, mais l'aide publique devra être attribuée en fonction de critères précis de relocalisation, de formation, d'augmentation des salaires. La transition, autre thème choisi, c'est se donner vraiment les moyens de relever le défi climatique. Nous proposons, nous, d'investir tous les ans, 140 milliards d'euros dans ce défi climatique. C'est 6% du PIB, c'est ce qu'invite le GIEC à faire. 140 milliards d'euros, ça représente les sommes que l'État investira, que la Banque centrale européenne investira dans les moyens qu'elle met à disposition, et ça représente aussi les sommes que les entreprises devront investir dans cette transition écologique, et nous voulons, nous, que ces montants d'investissement s'élèvent à 140 milliards d'euros. L'objectif avec ces investissements, et pour nous l'État, c'est une nouvelle industrialisation de la France avec une industrie décarbonée pour pouvoir produire en France ce dont nous avons besoin en France. C'est pour ça que l'augmentation des salaires doit s'accompagner d'une production en France pour que si les gens consomment plus, ils consomment ce que l'on produise ici et qu'il y ait un cycle vertueux. Nous soutiendrons les entreprises de la sous-traitance en faisant en sorte de les soutenir dans le travail, dans la constitution des filières avec les donneurs d'ordre. Nous donnerons la priorité au transport ferroviaire en investissant 4 milliards d'euros dans un grand plan national pour le fret ferroviaire. Nous souhaitons aussi multiplier par 4 la part modale du fret fluvial en investissant 1 milliard par an pour entretenir et rénover les voies navigables. Nous rénoverons 700 000 logements par an et nous en construirons 200 000 logements sociaux par an. Ça participe aussi de la relance de l'économie. Nous investirons dans un mix énergétique 100% public et 100% décarboné en matière d'électricité pour pouvoir effectivement répondre aux besoins de réindustrialisation du pays. Voilà ce que je voulais vous présenter dans les grandes lignes, avec une idée en tête, c'est que la France des jours heureux, c'est la France qui défend le droit au bonheur pour tous, le droit au bonheur aussi pour les salariés, pour les chefs d'entreprise et donc dans le monde économique. Je vous remercie. Merci Fabien Roussel. Je vous invite à me rejoindre pour la partie des questions. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Vous pouvez donc poser vos questions évidemment sur le site laref.org. Si vous nous regardez à la télévision, il y a un QR code qui va apparaître. Vous le flashez et vous arriverez directement sur la plateforme pour poser vos questions. Fabien Roussel, j'ai une première question moi. C'est un peu un auditoire un petit peu rare pour vous. En haut, on est dans un incubateur qui s'appelle Station F. Il y a des jeunes pousses de la French Tech qui se battent pour lever des millions, des milliards pour devenir des licornes, pour être en compétition avec leurs concurrents américains, européens, chinois. Devant vous, vous avez des entrepreneurs aussi. Qu'est-ce que vous voyez quand vous les regardez? C'est-à-dire ce public-là, est-ce que ce sont des inventeurs, des génies, des profiteurs? C'est quoi votre impression quand vous rentrez dans une salle comme celle-là? C'est la France. C'est la France qui fait notre richesse. Et notre richesse, c'est autant ceux qui les produisent que ceux qui investissent, que ceux qui créent, que ceux qui inventent. La richesse de la France, elle est là. Et je dis toujours que nous sommes un pays riche. Riche par nos compétences, nos savoir-faire, par la création que nous avons, par un savoir-faire qui est reconnu, riche par des services publics qui sont forts, même s'ils sont affaiblis, mais qui fait que quand on vient investir en France, quand on ouvre une entreprise en France, on sait que les salariés trouveront autour d'eux les moyens de vivre dignement, normalement, et en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et puis, ceux qui investissent dans les licornes, puisque vous en parlez, et toutes ces start-up, et qui créent et qui veulent déposer des brevets, eh bien, je souhaite aussi m'adresser à eux parce que je sais quel est le parcours du combattant pour faire reconnaître des brevets dans notre pays par rapport justement à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai rencontré une chef d'entreprise qui travaille dans l'alimentaire, qui veut faire déposer des brevets reconnus, des brevets bio pour lutter pour remplacer les pesticides. Eh bien, pour faire reconnaître un brevet en France et le déposer à l'Union européenne pour qu'il soit reconnu, il faut
5 à 7 ans de temps pour qu'il soit reconnu. Ça coûte 100 à 150 000 euros. C'est pas normal, c'est excessif. Aux États-Unis, il faut 18 mois pour faire reconnaître un brevet et ça leur coûte 3 fois moins cher. Eh bien, il faut trouver les moyens pour qu'en France, nos créateurs, nos chercheurs puissent déposer des brevets en un temps record, beaucoup plus rapide et que ça leur coûte moins cher. Fabien Roussel, j'ai une question. Vous avez beaucoup évoqué la renégociation des traités, à la fois de libre-échange, mais aussi du traité de le pacte de stabilité. Vous avez aussi évoqué le rôle de la Banque centrale européenne. J'ai une question qui me dit quel est votre levier pour renégocier ces traités de libre-échange, ces traités européens? Pourquoi vos interlocuteurs vous écouteraient-ils? Et pourquoi est-ce que la Banque centrale européenne, qui dépend d'une vingtaine d'autres pays, répondrait aux injonctions de Fabien Roussel, président de la République? Bon, d'abord, le futur président de la République française, qui sera donc élu à la fin du mois d'avril, et qui pourra compter, je l'espère, sur une majorité à l'Assemblée nationale, donc on verra le paysage politique français au mois de juin. J'espère, moi, que nous aurons, et c'est le combat que je mène, une nouvelle majorité et un président de la République qui dira stop à ces traités qui nous ont mis en concurrence et qui ont abîmé notre industrie et nos services publics. Mais pour ça, vous sortez de l'Union ou J'y viens. Où il y a un président qui se couche et qui s'aligne, qui est soumis aux traités, ceux que l'on a eus jusqu'à maintenant. Où on a un président qui se bat. Un président qui se bat et qui résiste. Et moi, je souhaite être celui-là. Celui qui va aller travailler avec d'autres pays de l'Union européenne pour faire en sorte que, par exemple, l'électricité, on trouve rapidement une solution. On ne peut pas accepter cette situation. Et donc, je souhaite mener des rapports de force de ce type. Ça, c'est un combat à mener maintenant. La réécriture des traités, où il y a un consensus qui se fait en disant on ne peut plus continuer comme avant. Oui, il faut investir dans la recherche, il faut soutenir les pays qui veulent développer des services publics. Si on arrive à obtenir un accord majoritaire de ce type, tant mieux, on l'écrira. Si ça ne marche pas, et si je suis président de la République, mais minoritaire en Europe, ça pourrait arriver. J'ai envisagé tous les scénarios. Dans ce cadre-là, les traités européens permettent à la Banque centrale européenne d'abonder un fonds européen destiné à l'emploi et aux défis climatiques. Je demanderai la création d'un tel fonds, un fonds européen pour l'emploi et le climat, pour que la Banque centrale européenne prête à ce fonds à taux négatif et que ce fonds prête aux États à taux négatif pour remplir ses missions d'investissement dans ces domaines-là. En fait, je veux trouver le moyen que la Banque centrale européenne qui fait tourner la planche à billets, et elle l'a fait tourner pendant la pandémie, eh bien, au lieu qu'elle prête aux marchés à taux négatif et qu'ensuite les marchés prêtent aux États, et là on est pieds et mains liés avec les marchés financiers, et demain ils peuvent décider d'augmenter les taux d'intérêt, et alors là on boit la tasse. Moi je veux que la Banque centrale européenne prête directement aux États via ce fonds, à des taux négatifs et qu'enfin on puisse investir dans l'économie réelle, dans l'investissement de nos entreprises pour les accompagner quand ça relocalise, quand ça forme, quand ça augmente les salaires. C'est ça que je veux faire. Je veux mettre l'argent qui existe, l'argent qui coule à flot, l'argent de la Banque centrale européenne et sa planche à billets. Je veux que cet argent-là, au lieu d'être prêté aux marchés financiers et ensuite aux États, je veux que cet argent-là arrive directement aux États pour financer nos besoins. Vous avez promis notamment aux entreprises de baisser le coût de l'énergie pour baisser donc leur coût de production, le coût du gaz et de l'électricité, avez-vous dit, et vous avez notamment cité le recours à l'énergie nucléaire, à la construction de nouveaux réacteurs. Il y a quelques minutes, à votre place, Yannick Jadot, candidat pour Europe Écologie Les Verts, nous a expliqué que construire des réacteurs, ça prendrait beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, et que ce serait trop tard pour baisser les prix de l'énergie, et qu'il fallait mieux investir dans les renouvelables. Il y a donc une différence majeure sur l'appréciation du mix énergétique entre vous deux. Ah oui, il y a une différence majeure, mais ça ne vous aura pas étonné, sur plusieurs points d'ailleurs, pas que sur le nucléaire. Mais je considère que moi, l'investissement dans une production d'électricité décarbonée pilotable, vous devez savoir ce que ça veut dire, ça, décarboné et pilotable, ça veut dire décarboné pour les objectifs climatiques, c'est important, et pilotable, c'est qu'on on appuie sur le bouton et on en a quand on en a besoin. C'est ça qui est important. C'est l'enjeu des énergies
nucléaire et l'enjeu de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, 6 à 8, c'est ce que je propose, c'est écrit noir sur blanc dans mon programme, et en l'espace de 10, 12 ans, nous pouvons les avoir si nous les construisons en série. Nous avons un savoir-faire dans ce domaine, un petit peu laissé à l'abandon ces derniers mandats, et je le regrette profondément, mais nous avions un avantage dans ce domaine que nous pouvons retrouver. Investir dans ces énergies décarbonées, c'est la possibilité demain pour tous les industriels, ceux qui sont là, de dire en France, on va pouvoir investir et produire des biens décarbonés. Ils seront nickel en fonction du bilan carbone et des taxes carbone qui vont être de plus en plus chères. Et c'est normal. Mais nous, on peut construire de l'acier vert. Il n'est pas vert, mais il est bio. Voilà, on peut produire de l'acier bio. Et il y a de l'acier qui est produit chez moi, à Scoval, avec cette électricité nucléaire et sur lesquels nos TGV roulent. Parce que c'est cet acier-là qui fait les rails de la SNCF. On peut produire des voitures bio en France, décarbonées. On peut produire des machines à laver, des téléviseurs, tout ça, des frigos. Enfin, ça vous arrive à vous quand vous devez changer votre frigo. Vous dites, tiens, mon frigo est mort. Et puis vous cherchez un frigo français. Il n'y en a plus. On ne peut plus acheter un frigo français. Voilà. Et bien moi, je propose que ces biens de consommation, on relocalise cette industrie, qu'on produise en France des produits décarbonés, faits chez nous. Et ça fera du bien au climat, à l'emploi, mais aussi à l'État, parce que des entreprises qui s'installent, qui créent, qui produisent, c'est des impôts qui rentrent aussi dans les caisses de l'État. C'est un cercle vertueux. J'ai une question sur votre mise en place d'un nouvel impôt progressif sur les sociétés. Notre auditrice, auditeur voudrait savoir jusqu'à combien montera l'impôt sur les sociétés. Et aussi, est-ce que les TPE vont perdre le taux d'IS à 15% qui leur a réservé jusqu'à 38 120 € de bénéfices? Non, les TPE ne perdront pas ce taux d'IS à 15%. Et d'ailleurs, je souhaite, moi, inverser la tendance. La tendance aujourd'hui, c'est que plus vous êtes gros, moins vous payez d'impôts proportionnellement 100 ans. Je sais qu'ici, vous allez hurler en disant « c'est pas vrai, on est à 27%, on était à 31% avant, etc. » Sauf que beaucoup de ces grosses entreprises sont bardées d'avocats fiscalistes, de spécialistes de la défiscalisation, de l'optimisation fiscale et compagnie. Et qu'ils arrivent toujours à trouver les moyens, avec les régimes mère-fille, par exemple, avec les niches copées, par exemple, ou avec d'autres biais, de faire en sorte que proportionnellement, ils payent moins d'impôts qu'une petite PME. Ce n'est pas juste. Moi, je veux que les petits payent petit et que les gros payent gros. Et je ne parle pas de la taille de l'entrepreneur, je parle de la taille de l'entreprise. C'est une question de justice fiscale. Et une entreprise qui fait plus de 500 000 € de bénéfices doit payer plus d'impôts qu'une petite entreprise, et je mettrai en place le prélèvement à la source des bénéfices de ces entreprises, des multinationales, pour qu'ils payent des impôts sur les richesses créées en France, tout de suite en étant prélevés à la source, et avant que ces bénéfices partent au Luxembourg, dans des sociétés offshore que j'ai vues de mes yeux vus, où là, sur un étage d'un immeuble, il y a 300 entreprises qui n'existent pas, qui sont autant de boîtes aux lettres correspondantes à des entreprises en France et où l'argent s'en va. Je dis que les entreprises françaises, elles souffrent aussi de ça. Elles souffrent de cette concurrence fiscale déloyale à cause de truands qui font de l'optimisation fiscale. Alors vous allez me dire, l'optimisation fiscale, c'est légal par rapport à la fraude fiscale. La différence qu'il y a entre de la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, c'est juste l'épaisseur d'un mur de prison. Avec moi et ton bras. Vous avez parlé de pouvoir d'achat et de hausse des salaires. On sait que dans votre programme, il y a la hausse du SMIC à 1 500 €. D'ailleurs, vous êtes beaucoup moins généreux que Jean-Luc Mélenchon ou que Nathalie Arthaud à ce titre. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Vous avez dit que cette hausse de salaire, elle doit s'accompagner d'une hausse de la production, car sinon, bien évidemment, avec la hausse de salaire, on va importer. Comment vous faites en sorte de rendre parallèles ces deux mouvements? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudra attendre pour augmenter les salaires qu'on ait augmenté la production française? Votre question, elle est tout à fait très importante parce que c'est une des différences aussi que j'ai à gauche. Parce que si je disais juste augmentons les salaires et tout va aller mieux, on va relancer par la demande.
C'est du Keynes. Comme en 81. Voilà, hein, c'est Keynes, hein, voilà, c'est appris à l'école. C'est pas totalement marxiste. Et donc, nous proposons, un choc de la demande en augmentant les salaires, en augmentant les pensions, parce qu'un salarié qui gagne 200 à 300 euros de plus, un retraité qui gagne 200 à 300 euros de plus, lui, il ne va pas mettre ses sous dans un paradis fiscal, il va le dépenser tout de suite, ça va servir l'économie du pays, va servir la France. Ou l'économie chinoise. Mais, justement, si on fait que le choc de demande, ça ne suffira pas. Il faut donc un choc de l'offre. Et je veux jouer sur les deux, choc de demande et choc de l'offre. Il faut donc avoir une production qui se développe en France vite, rapidement. Moi, je veux ouvrir des bureaux d'embauche dans les villes pour dire on a besoin. On a besoin dans les services publics, mais on a besoin dans l'industrie, dans la transition écologique. On a besoin de soudeurs, on a besoin de couvreurs, on a besoin d'électriciens, on a besoin de mécanos. Venez, vous serez bien payés. Je dirais que pour beaucoup de ces métiers, ils sont déjà bien payés. Et je le dis, je vous rassure, je dis dans toutes mes réunions, je dis à tous les jeunes que je croise, faites soudeur, faites électricien, faites mécano, vous serez payés plus de 2 000 €. C'est des métiers d'avenir, ce sont des beaux métiers. Vous serez l'aristocratie de la classe ouvrière. Allez-y, foncez. Et donc, on a besoin de ça. Mais on a besoin, on ne peut pas embaucher si derrière, il n'y a pas l'offre qui répond. Et donc, je demanderai parallèlement à Renault, à Peugeot, arrêtez de construire vos voitures électriques en Chine. Venez les produire en France. La C5 électrique, la Dacia Spring électrique qu'ils ont décidé de produire en Chine, c'est un coup de poignard dans le dos de l'industrie française. C'est honteux. Ils peuvent ouvrir des usines à batterie chez moi, mais s'ils délocalisent encore là-bas, ils nous tuent. Il faut arrêter la fermeture des fonderies françaises dans l'automobile, parce que ces salariés qui ont de l'or dans les mains savent faire des pièces en aluminium plus légères pour nos voitures électriques et hybrides qui doivent être plus légères. On a de l'or dans nos doigts en France, on est riche de ces savoir-faire et donc il faut relocaliser à tout prix. C'est ce choc de l'offre que je veux faire rapidement pour développer une production en France et faire en sorte que si on gagne plus, eh bien on consommera plus, mais on consommera français. C'est produire français, consommer français. Une question sur la constitution d'un pôle public bancaire, comme vous l'avez rappelé. Vous avez dit que vous allez nationaliser une banque. Et justement, cette question qui me dit, mais à quoi avait servi la nationalisation des banques en 81 et quelle différence entre la nouvelle banque publique de Fabien Roussel et BPI-France qui finance déjà les PME et les startups? La différence avec 81, et c'est la leçon que nous avons retenue de 81. 81, quand la gauche arrive au pouvoir, elle nationalise des banques et des grands groupes. Mais notre industrie a continué d'être délocalisée. D'ailleurs, ça a commencé à ce moment-là. Et donc, c'est le choc de l'offre que nous n'avons pas eu. C'est ça qui a manqué. On a eu les outils financiers en main pour financer l'économie réelle, mais on a mis le doigt dans l'Europe de la concurrence, on a mis le doigt dans les traités de libre-échange, on a ouvert notre économie à tout vent et ça a fermé. Je viens du Nord, du Valenciennois, où Usinor Denain et ses milliers de salariés ont été mis à la lourde à cette époque-là. Et aujourd'hui, l'usine d'Usinor Denain 83 qui ferme, le train à bande, il a été démonté à Usinor Denain, il a été remonté en Chine. Ce train à bande, il fonctionne en Chine et l'acier qui est produit là-bas, il revient en France. Incroyable. Donc, il ne faut pas refaire ce qu'on a fait en 81, il faut aller jusqu'au bout. Il faut nationaliser et une banque pour avoir les outils financiers, mais investir en France pour avoir l'industrie française qui va permettre de répondre aux besoins. Sinon, il va manquer une jambe pour bien marcher. Une dernière question, Fabien Roussel. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. J'ai cette question. Le communisme n'a jamais été bon pour l'économie. Je l'ai vécu en Roumanie, nous dit cet auditeur ou auditrice, en 85, sous un dictateur. Les gens étaient malheureux. Est-ce que vous avez un exemple de la réussite du modèle communiste quelque part dans le monde depuis 1919 ? D'abord, je ne compare jamais le combat que je mène pour mon pays avec d'autres qui ont pu le mener avec l'étiquette communiste à l'étranger. Ce qu'ils ont fait a été terrible. Ils ont tué même la belle idée que nous portons en France de partage, de solidarité et de construction.
Le plus bel exemple de ce que nous avons fait, qui montre l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est celui de la reconstruction de la France en 1945. Bel esprit parce que nous étions un parti rassembleur et nous avons gouverné avec le général de Gaulle. Et ce que nous avons fait à cette époque, avec des ministres communistes, Charles Tillon à la Défense, Maurice Thorez, Ambroise Croizat, ce que nous avons fait à cette époque a permis de construire les 30 glorieuses qui ont suivi. Nous avons su reconstruire la France fortement et nous étions aux côtés du monde du travail. Et nous avons réussi à mettre en place cette reconstruction de la France. Et donc, comme mon temps est terminé, je dirais que comme il y a eu les 30 glorieuses et que nous avons participé, je souhaite pour la France les 30 heureuses. Et c'est mon programme, les jours heureux. Merci Fabien Roussel.